Bonsoir, bienvenue dans votre émission politique sur BFM Lyon. Notre invité ce soir est le candidat de La République En Marche aux élections régionales. Bonsoir Bruno Bonnell. Bonsoir. Merci d'être là, soyez le bienvenu. Face à vous, notre expert politique Lionel Favreau. Bonsoir Lionel. Bonsoir Léo, bonsoir Bruno Bonnell. Directeur de la rédaction de Mac de Lyon, Lionel, magazine partenaire de l'émission. Bruno Bonnell, on va rappeler que vous êtes député de la 6e circonscription du Rhône, député de Villeurbanne. Vous l'avez emporté en 2017 face à Najat Vallaud-Belkacem lors des législatives. Vous êtes entré en politique un peu sur le tard avec Emmanuel Macron, avec l'aventure En Marche. Avant cela, vous étiez chef d'entreprise, secteur du jeu vidéo et surtout de la robotique. Et vous venez donc d'être choisi pour être la tête de liste de La République En Marche aux prochaines régionales, les élections qui sont prévues en juin. La thématique ce soir, après la Bérésina aux dernières élections, comment se porte La République En Marche ? Où va le parti présidentiel? Quel est le cap? Quel est le programme pour ces élections régionales? Comment surmonter les divisions, ici à Lyon notamment? Et va-t-on vers une nouvelle déroute électorale pour les macronistes? Voilà toutes ces questions qu'on va vous poser donc ce soir. Bruno Bonnell, invité de Lyon Politique. Mais d'abord, j'aimerais qu'on revienne rapidement sur la polémique, sur les menus sans viande dans les cantines scolaires à Lyon. Mesures provisoires décidées par les écologistes pour appliquer le protocole sanitaire. Le gouvernement a été divisé. Vous êtes plutôt du côté de la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, qui dit il n'y a pas de quoi en faire une polémique, c'est temporaire, c'est provisoire, pas de problème. Gérard Collomb avait fait la même chose. Ou alors, vous êtes plutôt comme Gérald Darmanin, Julien Denormandie, les ministres de l'Intérieur et de l'Agriculture, qui crient au scandale et qui disent les Verts prennent prétexte de la crise sanitaire pour imposer leur idéologie. Vous êtes de quel bord ? Je ne sais pas de quel bord je suis parce que je suis à la fois, comme beaucoup de gens, comme la grande majorité de la population écologiste, c'est pas le monopole d'un parti, mais par contre c'est cette méthode des petits pas qui me gêne. On a déjà vu le coup pour le vélo, hein, on commençait par dire on fait une petite rue où on va mettre du vélo anecdotiquement, puis finalement on met des bordures, puis finalement il n'y a qu'une voie pour rouler dans des grands axes lyonnais. Mais là c'est un peu pareil, on dit c'est temporaire, vous inquiétez pas, et puis on va nous glisser bientôt que non, on ramène la viande mais une fois par semaine. Ah puis ça correspond au programme, on avait dit qu'il y aurait 4 jours par semaine sans viande. Donc les Verts poussent leur pion. Non mais je pense que la technique, non pas les Verts, Europe Écologie Les Verts, c'est complètement différent. On imagine que c'est un parti centriste alors que c'est un parti d'extrême, bien déguisé, propre sur soi. Mais ce sont des extrémistes qui essayent progressivement d'imposer une vision de société à des gens. Ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie c'est aussi écouter le retour, la légitimité du vote, je ne la discuterai jamais. Ils sont en place. Ils ont une responsabilité importante par rapport à ça. Mais alors pourquoi, quand Gérard Collomb fait la même chose l'an dernier, personne ne moufte? Parce que Gérard Collomb ne dit pas je fais une mesure temporaire, il dit je fais une mesure d'urgence. Et on est à la sortie du Covid, on essaie de redonner à manger aux enfants dans les cantines, on va au plus simple. Ça s'arrête au bout d'un mois, on n'en parle plus. Donc là les Verts auraient pu faire autrement selon vous? Mais ils auraient dû dire c'est une mesure d'urgence compte tenu de la situation et on arrête d'avoir ce débat, justement cette polémique et surtout cette victimisation où il y a les méchants politiciens professionnels et les gentils écologie les Verts qui sont en train de nous dire voyez, hein, on nous tape sur les doigts, c'est pas bien. Allez, on parle des élections régionales. Vous avez donc été choisi pour porter les couleurs de La République En Marche à ce scrutin. Il y a eu des rumeurs pour le casting. On a parlé d'Olivier Véran, le ministre, l'ancien ministre Michel Barnier. On a parlé du ministre Olivier Dussopt également. Tous ont décliné. Ça veut dire que vous êtes un choix par défaut ? Je ne sais pas si d'abord ils ont décliné parce que la situation a fait que ces gens-là étaient quand même dans des négociations très compliquées. Monsieur Barnier sur le Brexit, Olivier Véran est encore, on le voit bien, dans une situation extrêmement difficile. Et Olivier Dussopt il s'occupe juste du budget de la France, qui est quand même un peu important quand on voit la dette qui s'accumule et le soutien apporté. Donc je crois qu'il n'y a pas de choix par défaut. Il y a un choix par volonté de montrer que dans le berceau du macronisme, qui est ce territoire, bah oui, il y a encore une voix forte qui peut être portée. J'ai quand même été référent Rhône lors de l'élection présidentielle. J'ai gagné effectivement une circonscription aux législatives. C'est légitime que j'avance et que je dise oui, je veux porter le drapeau. Mais comment vous avez été désigné tête de liste? Est-ce que c'est un choix des militants En Marche ou une décision de Macron jupitérienne, comme on dit? Non, il n'y a pas de décision ni de Macron ni de quiconque. C'est une décision c'est un consensus qui se forme. Il y a eu un bureau national dans lequel à la fois les référents, les parlementaires ont débattu. J'ai présenté cette candidature. Il n'y avait pas de concurrent?
il n'y avait pas de concurrents à ce moment-là, mais il y a eu beaucoup de concurrents avant et après, et on m'a simplement demandé d'expliquer pourquoi. Parce que si ce bureau avait dit non, on ne part pas sur ça, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Et qu'est-ce qui vous pousse à aller dans cette galère? Les sondages vous dissuadent pas, tout le monde, les sondages se succèdent dans différentes régions de France, et En Marche ne semble en position nulle part, y compris en Auvergne-Rhône-Alpes. Écoutez, là-dessus, je fais partie des gens qui ont accompagné Emmanuel Macron depuis le début, quand il était à 5% et 4e aux élections présidentielles, et les sondages étaient pas favorable et on disait oui, il est intéressant pour 2027, on verra, on va remettre ça un petit peu dans 10 ans, on verra. Il se trouve que finalement la conjoncture a fait que ça s'est bien passé, mais plus que ça. Je crois qu'il y a une réalité, c'est que le pays, on l'a encore vu avec l'accélération de la Covid, est en grande transformation, notre région aussi, et donc c'est l'occasion de pouvoir présenter des idées justement. Quand vous étiez chef d'entreprise, notamment d'Infogrames en particulier, vous citiez souvent L'Art de la guerre, ce fameux livre de stratégie chinois, vous répétiez souvent le temps est de mon côté, le temps joue pour moi. Est-ce que vous gardez ces références pour la politique? Je les garde complètement. Merci de les rappeler parce qu'elles sont importantes. Elles sont toute ma philosophie. Des fois, il faut accélérer le temps. Des fois, il faut le ralentir. Là, aujourd'hui, on va participer à la reconstruction, littéralement, psychologique et économique de notre territoire. Parce que moi, je ne me projette pas dans ces élections aujourd'hui. Je me projette d'abord quand elles auront lieu, au mois de juin. C'est-à-dire que je pense que déjà la vaccination, les médicaments vont considérablement faire changer la position vis-à-vis de la Covid. Donc, dans la relance. Et donc dans l'énergie de la relance, et c'est ça notre proposition. Mais on en parlera, on va y venir, Bruno Bonnell, mais sur La République En Marche, vous ne pouvez pas le nier, le parti a explosé lors des dernières élections à Lyon, la guerre entre Gérard Collomb, David Kimmelfeld qui a pris ses distances. C'est quoi l'état des troupes? Vous avez assez de personnes pour faire vos listes? Vous avez des militants pour faire campagne? Écoutez, j'ai fait un tweet pour annoncer ma candidature il y a à peu près 3 semaines. J'ai eu 250 000 rebonds sur ce tweet. Ça veut dire qu'il y a quand même encore des gens qui s'intéressent au sujet. Deuxièmement, j'ai fait une vidéo auprès des marcheurs. On a eu pratiquement 450 en permanence sur 1h10 marcheurs qui ont écouté et posé des questions, et plus de 500 questions qui ont été posées en ligne. Donc moi je pense qu'objectivement, il y a une base. Elle est certainement moins importante que certains de nos concurrents, mais là-dessus, on peut encore surprendre. Vous avez lancé un appel aux progressistes. Est-ce que ça veut dire que vous avez besoin de vous allier avec d'autres partis, et lesquels? Oui, on va annoncer, on ne se cache pas derrière notre petit doigt. Évidemment, le MoDem, Agir, des gens qui vont nous accompagner, et on va bien évidemment aller un petit peu plus loin. Vous me réservez un petit peu la surprise des annonces. Vous savez, la politique, c'est une campagne, c'est un peu comme le bridge. Vous sortez pas tous vos atouts en même temps. Donc il y a un certain nombre de discussions qui ont lieu en ce moment, et certaines qui, à mon avis, surprendront. Lors de l'annonce de votre candidature, vous avez affirmé vouloir rallumer les étoiles. Formule qui sonne un peu creuse, non? C'est quoi votre programme? C'est quoi vos priorités? Ça veut dire quoi alors, rallumer les étoiles? Parlez-en aux gens qui sont au noir de la nuit, parlez-en aux commerçants qui ont pendant des mois pas eu d'activité, parlez-en actuellement aux gens de la montagne qui savent pas comment ils vont faire, parlez-en de ça. Et quand vous leur dites, vous savez, au bout du tunnel, si on y met l'énergie, j'ai moi-même connu beaucoup d'échecs. C'est ça que ça veut dire? Vous êtes la lumière au bout du tunnel? Pas du tout. Je ne suis rien du tout. Moi, je suis le porte-drapeau d'un mouvement qui veut justement montrer que la France a toujours su se redresser, et cette région dans laquelle nous vivons, elle peut être exceptionnelle. Je rappellerai juste un chiffre. Son PIB, c'est-à-dire sa génération d'activité, c'est entre le Portugal et l'Autriche. Ça veut dire que c'est un petit pays européen, la région Rhône-Alpes. Et c'est cette idée de le réunir... Auvergne-Rhône-Alpes. Pardon, excusez-moi, Oralpes, je voulais dire. Donc je me suis fait avoir moi-même par ma propre... Mais est-ce que vous avez des projets, des engagements précis pour les grandes compétences de la région, les transports, les lycées, l'économie? Bien sûr. Le mot-clé, c'est maillage. Le mot-clé, c'est maillage. C'est-à-dire que si vous voulez constituer justement dans cette région Auvergne-Rhône-Alpes, sous la liste Oralpes, puisque nous on veut définir par rapport à des Oralpins et des Oralpines, des gens qui appartiennent à ce territoire, il faut mailler. Il faut mailler sur le transport. Donc là, il va falloir faire un effort encore plus grand que celui qui est fait aujourd'hui. Il faut mailler sur le virtuel. C'est-à-dire effectivement, je lis les programmes concurrents, en tout cas les ébauches de programmes, et quand j'entends que certaines villes ont décidé que la 5G n'était pas bonne, je me révolte et je dis non, c'est le contraire. Si on veut dynamiser cette région, il faut que le maillage virtuel il existe pour le télétravail, pour la télémédecine, pour la téléactivité. Est-ce que ça vous distingue vraiment des autres listes? Attendez, on le verra au moment des débats. On verra si effectivement, quand je regarde par exemple certaines personnes un peu radicales dans l'écologie m'expliquer que la 5G, il faudrait un moratoire à peu près 10 ans, alors qu'on voit une accélération de cette technologie dans le monde entier, notamment en Europe, je le questionnerai. Je dis, est-ce que vous êtes d'accord? Le Lyon-Turin, par exemple, est-ce qu'ils sont d'accord ou est-ce qu'ils sont pas d'accord pour y aller? Ça va être des sujets assez fondamentaux. Et puis, en fait, il y a le maillage psychologique, qui est à mon avis tout aussi important, c'est-à-dire de se dire que quelqu'un qui est du Cantal
va avoir comme réflexe d'appeler quelqu'un qui est de la Savoie ou de la Haute-Savoie pour faire des affaires, pour discuter, pour travailler, non pas d'une façon coercitive en imposant une préférence régionale, mais instinctive en encourageant les gens à travailler ensemble. Mais on a l'impression que La République En Marche a du mal à déterminer des marqueurs pour cette campagne. Alors ça commence tout juste. Oui, enfin, elle va commencer. Elle va commencer. Certains disent, sous couvert d'anonymat, que La République En Marche est en état de mort cérébrale, que voilà, c'est en panne d'idées. Vous entendez cette critique-là quand même ? Ben moi, j'entends surtout que c'est la deuxième partie de votre phrase, sous couvert d'anonymat, parce que moi, vous savez, ma position, elle a toujours été, il n'y a pas de off. Vous le savez, en tant que journaliste, j'ai toujours dit, vous mettez bien mon nom, j'assumerai même mes bêtises. Alors, vous en pensez quoi ? J'en pense que La République En Marche, elle a, comme toutes les formations politiques jeunes, elle a certainement des crises. On l'a vu effectivement au moment des municipales. L'intelligence de La République En Marche, c'est de tout de suite en tirer les conséquences et pas les répéter. Donc là, par exemple, nous allons partir unis derrière cette liste Oralp, avec le MoDem, avec Agir, avec d'autres personnes qui nous rejoindront. Et surtout, on va faire la même mécanique participative d'idées qui nous a fait gagner au niveau des présidentielles. Donc le programme va aussi se construire là dans... il est en pleine co-construction actuellement. Du coup, vous pensez que ce mouvement peut faire preuve de résilience ? Oh là, écoutez, la résilience, c'est le mot à la mode, de la psychologie. Non, moi je crois que ce mouvement, il doit faire toujours la même chose. Il doit faire peur d'audace, il doit être courage, d'effort et de solidarité. De toute façon, le mot-clé de la campagne, je vous le livre, c'est pulser. Positif, uni, libre, solidaire, européen et responsable. Il a bien appris son slogan. Non, vous savez, il se trouve que ça tombe bien, c'est moi qui l'ai fait. Merci de me dire que j'ai bien appris. Mais encore une fois, c'est pas une question d'éléments de langage, c'est une question de savoir connaître le filtre avec lequel on va faire nos propositions. Est-ce que vous inspirez du marketing que vous avez appris dans votre vie de chef d'entreprise aussi ? Écoutez, si en politique on ne s'inspire pas de marketing, on ne fait pas de politique. Ça veut dire qu'il faut à la fois du fond, de la conviction, et ça je crois que j'en ai beaucoup, puis il faut de la forme pour que ça soit lisible pour les gens. Sinon les gens se perdent. Moi je ne sais pas vous lire aujourd'hui le PS par exemple. Je ne sais pas vous le lire. Je ne sais plus où ils sont. Un coup ils votent pas. Ils sont dans des espèces de trucs tactiques. Ils veulent s'associer avec les Verts, mais ils ne sont pas d'accord sur des fondamentaux avec les Verts. Donc moi je veux être lisible. Nous avons une seule identité, c'est la transformation. C'est déjà des attaques contre Najat Vallaud-Belkacem qui pourrait être candidate ? Écoutez, avec Najat, j'attends d'abord savoir si elle est candidate ou pas. C'est quelqu'un que, je respecte, comme je respecterai d'ailleurs, et j'en prends l'engagement ici, tous les candidats au niveau des attaques personnelles. Mais par contre, en termes d'idées, nous aurons un combat rude contre des idées qui, à mon avis, ne sont pas du moment, mais d'avant. On parle d'un des plus importants de vos adversaires, c'est Laurent Wauquiez, le candidat, candidat à sa réélection, le président sortant. Ça a été un bon président de région ? Ça a été un bon gestionnaire de région. J'arrête pas de le dire et tout le monde me dit « Mais pourquoi tu dis ça ? Tu te rends compte ? Il y a plein de choses à dire. » Non. Je veux dire par là qu'il a laissé des services gérés, mais je vois pas où il a imposé une quelconque vision. Ça suffit pas à gérer. C'est une condition nécessaire. J'ai été chef d'entreprise. Je sais que si votre entreprise n'est pas gérée, si votre structure n'est pas gérée, ça marche pas. Mais c'est pas suffisant. Ce supplément d'âme dont vous trouvez qu'il est un petit peu creux, c'est le rallumage des étoiles, qui à mon avis est essentiel. Je crois que c'est là où on va se battre. C'est sur quelle vision de la région on a à 25 ans. Qu'est-ce qu'on veut faire de cette région ? Est-ce que vous pourriez avoir à un moment donné, au second tour, des convergences avec lui, puisque aux élections municipales, à Lyon, aux élections métropolitaines, Gérard Collomb, dont vous avez été un proche, s'est allié avec la droite au second tour ? Écoutez, moi, j'en suis pas à jouer le deuxième tour avant le premier. Mais c'est exclu ou envisageable ? Non, ça dépend. Moi, vous savez, en vie politique, j'ai une seule ligne, elle est noire. Elle est noire. Et elle est noire profond. C'est-à-dire, si c'est pour aller vers des gens qui rejettent l'autre, qui sont des gens qui ont beaucoup de phobies, sans les déterminer exactement. C'est-à-dire que si en gros le Rassemblement national devient un danger pour cette région, parce que ne l'oublions pas, j'ai vu que le match médiatique s'installait entre Wauquiez et la droite, et puis les écolos et les rouges. Et au milieu, on dirait qu'il n'y a plus rien. C'est suite au sondage des écologistes. Le fameux sondage. Au milieu, il y a quand même un truc très important, ça s'appelle le Rassemblement national, qui est une véritable force politique dans notre région, et on ne peut pas l'ignorer. Donc ça veut dire que si on basculait dans ce qui serait le pire pour notre région, par rapport à notre histoire, par rapport à nos convictions de liberté, oui, on aurait n'importe quelle alliance. Vous savez, moi j'ai voté Chirac quand il a fallu contrer M. Le Pen. Mais par contre, dans tous les autres cas de figure, ne jouons pas le deuxième tour avant
qu'il existe, qu'il ait lieu. Vous pourriez faire alliance avec Wauquiez pour faire le barrage au Front National. Et pourquoi pas alliance avec d'autres? Rassemblement national. Et pourquoi pas alliance avec d'autres dans ce cas-là? Si la situation est qu'il faut défendre notre région, je la défendrai. Même les écologistes. Laurent Wauquiez qui se targue d'être un bon gestionnaire, hein, vous l'avez rappelé, région la mieux gérée de France, c'est l'un de ses arguments phares. Mais écoutez le socialiste Jean-Jacques Queyran, l'ancien président de la région, conseiller d'opposition. D'après lui, cette rigueur financière se fait au détriment de certaines politiques. Écoutez Jean-Jacques Queyran. C'est au prix de sacrifices importants sur des budgets fondamentaux. Je pense à la formation, je pense à l'environnement, je pense à la culture, tout ce qui va directement aux citoyens. Donc vous nous avez dit, Laurent Wauquiez est un bon gestionnaire, mais vous êtes d'accord, la bonne gestion a une face sombre? Mais vous savez, quand vous faites de la gestion, vous faites des choix. Je ne dis pas que ces choix ont été bons. Je ne suis pas d'accord avec la politique qu'il a menée. Notamment, Jean-Jacques Queyran a raison. Sur la formation, on est la seule région qui avons refusé, et j'étais bien placé pour le savoir, parce que je l'ai voté, le plan sur les compétences, et qui finalement n'a pas été à la région, mais à Pôle emploi. Sur la culture, c'est pas la peine d'en parler. C'est une catastrophe. Et réveiller, effectivement, les forces culturelles de notre région, qui sont nombreuses, est essentiel. Mais à côté de ça, ça ne veut pas dire que les comptes ne sont pas bien tenus, que la dette n'est pas tenue, etc. C'est le prix de la politique. Mais on ne peut pas attaquer quelqu'un sur sa rigueur de gestion, parce que ça, je pense, c'est le devoir d'un homme politique. Là où on peut le critiquer, c'est sur sa vision et les choix qu'il a fait. Et là, par contre, on va écrire un bottin pendant la campagne. À ce propos, Laurent Wauquiez est critiqué pour sa politique en matière d'environnement, son soutien aux chasseurs, plusieurs projets de parcs naturels régionaux qui ont été stoppés. Est-ce que, si vous gagnez, vous changeriez sur ces dossiers? Moi, je ne suis pas un électoraliste. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas aller chercher du clientélisme en disant, tiens, comment on pourrait faire plaisir aux chasseurs et comment on pourrait faire plaisir aux écolos. Moi, je pense qu'il faut être lucide et du bon sens. C'est-à-dire qu'il faut regarder, il faut analyser les situations cas par cas et voir comment on peut trouver des équilibres. Ce n'est pas une question de en même temps. Parce qu'on me l'a déjà dit, on dit « Ah oui, vous êtes toujours pour le... » Non, non, c'est une question de ramener aussi du pragmatisme en politique. Moi, j'ai fait 30 ans d'entreprise, j'en suis à ma 4e année politique. En matière d'environnement, est-ce que vous avez des marqueurs, des projets? Les marqueurs en environnement, ils sont très simples, ça s'appelle la qualité de vie et la qualité de vie pour tout le monde. Vous savez, moi, quand je vois les écologistes qui nous expliquent leur rapport à l'animal, par exemple, moi, je considère que le lien à l'animal est important, par exemple. Et le lien à l'animal, c'est aussi savoir contrôler des forêts où ça déborde de vie sauvage, qui détruisent, qui n'ont pas assez d'espace vital pour vivre, et au nom d'un principe sur la chasse, laisser des sangliers dévorer la moitié des cultures à côté. Donc je crois qu'en écologie, l'équilibre est important. D'ailleurs, c'est un écosystème et il doit être regardé globalement. Donc encore une fois, plus on regardera l'écologie par le petit bout de la lorgnette, plus on fera de la super segmentation, notamment dans les calculs carbone, etc., plus on ira vers une espèce d'électoralisme vert qui ne me plaît pas. Alors justement, on va continuer de parler d'écologie. On revient à La République En Marche. Il y a quand même quelque chose qui interpelle dans votre camp. C'est une quarantaine de parlementaires qui ont quitté le navire depuis le début du quinquennat. 39 exactement. C'est le cas de votre collègue député du Rhône, Hubert Julien Laferrière. Il dénonce notamment les renoncements d'Emmanuel Macron, le chef de l'État, sur l'écologie, justement. Écoutez-le. Il y a les renoncements en matière d'écologie. C'est clair. Il y a effectivement le projet de loi climat issu de la Convention citoyenne. Pour vous, il en reste quelque chose ou pas? Ce projet de loi climat Un petit peu. Mais franchement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette Convention citoyenne, ce n'est pas des militants écologistes. Ce sont des citoyens français qui ont tiré au sort et donc qui n'avaient pas forcément la fibre écolo et qui ont travaillé pendant des mois, qui ont fait des propositions et on ne reprend qu'un tout petit peu. Vous dites quoi? C'est les lobbies, c'est le MEDEF qui ont gagné dans cette affaire? Non, moi je dis attendons d'abord de voir la loi, elle est en commission actuellement et avant attendons de voir les amendements qui on sont en votés. connaît largement le contenu. Non, vous savez, il y a quelque chose en France qui s'appelle, et c'est important, le débat parlementaire. Moi, je respecte énormément ce qui a été fait sur la Convention citoyenne. Et moi-même, j'y crois. Et si je deviens président de cette région, on mettra en place un système de démocratie participative actif sur des sujets importants de société. Après, il y a la rigueur de la loi et la structuration de la loi. C'est pas parce qu'on dit, comme l'a dit le président, je vais écouter et décliner sans filtre, qu'on n'a pas des étapes, et des process, parce qu'on est un pays où, effectivement, on ne peut pas retourner la table en permanence. Mais vous avez lâché l'expression démocratie participative. Vous venez de parler de démocratie participative que vous metteriez en place si vous êtes élu président de la région. Oui. Mais justement, Emmanuel Macron, depuis le début de son mandat, avec les Gilets jaunes, ou la gestion de la crise du Covid et les réactions des élus locaux, il est critiqué pour avoir un pouvoir très vertical, très centralisé, très parisien.
Moi, j'ai jamais vu un président qui a fait autant de face-à-face, combat véritablement pendant des heures avec des gens qui lui ont parlé, qui l'ont interpellé. Ça veut pas dire il y a des contacts directs, mais il y a un problème avec les territoires. Non, mais attendez, la notion sur les territoires... Est-ce que c'est pas lourd à porter quand on est candidat au régional? Merci de me poser cette question parce que c'est intéressant. Parce que si vous regardez effectivement aujourd'hui la composition des présidents de région, vous pouvez quand même pas dire qu'il y en ait beaucoup de l'AREM. Hein, je vous le rappelle. Donc ça veut dire qu'effectivement, il faut une meilleure harmonie entre les deux. C'est aussi un des avantages de notre liste de dire, tiens, et si on essayait pour une fois d'harmoniser l'État et la région? En tout cas, c'est un pari qu'il faut peut-être faire. Vous pensez que ça peut se décliner au niveau local, le macronisme? Non, mais j'en suis même convaincu. Il a été décliné au niveau local. Il a même anticipé à l'époque avec la métropole de Lyon, qui était gérée sous finalement une espèce d'ancêtre du macronisme en termes de philosophie, où tout le monde travaillait ensemble, où il y avait une mèche courte entre l'économie et le politique, où il y avait un respect des gens. On voit bien que notre ville s'est considérablement embellie pendant ces années-là. Donc oui, je pense qu'effectivement, ça peut se décliner en local, et il faut que ça se décline en local, parce que la transformation du monde, c'est pas un mouvement politique qui en est propriétaire, c'est un fait de société. Mais la Convention citoyenne, pour revenir sur ce que disait Hubert Julien Laferrière, il en reste très peu des propositions faites par les citoyens, donc démocratie participative. Comment vous allez être crédible pour parler de ça dans votre campagne sur l'écologie, sur la démocratie participative? Écoutez, pourquoi dites-vous qu'il en reste très peu? Écoutez, la ministre Barbara Pompili reconnaît elle-même que cette loi ne suffira pas à respecter l'accord de Paris pour les émissions de gaz à effet de serre. Le Haut Conseil pour le climat a pointé les insuffisances de la loi récemment. Non, mais ça ne veut pas dire qu'il en reste très peu. Ça veut dire que la philosophie générale qui a été déclenchée, la loi, j'invite encore, avant de continuer à la raccourcir, cette loi, et elle est longue et fastidieuse, elle a 4 titres, elle est vraiment longue, eh bien, regardons-la. Si vous voulez, rien que moi je connais mieux le titre 4, parce que chacun se spécialise sur le logement. Il y a des choses extraordinaires sur le logement, qui sont des grandes avancées sur la transformation du tertiaire, sur l'artificialisation des sols, sur la possibilité de justement mieux vivre, notamment en milieu urbain et en milieu rural. Donc à un moment donné, il faut arrêter de raccourcir la loi, quelques slogans et notamment quelques oppositions qui vont nous emmener systématiquement dans l'anecdote. Non, comme lors de chaque émission, désolé Lionel, mais il faut qu'on avance. Comme lors de chaque émission, vous pouvez participer en posant une question à notre invité via les réseaux sociaux, les comptes BFM Lyon de Facebook, de Twitter. Regardez la question pour vous, Bruno Bonnell. Êtes-vous pour le développement du vélo comme moyen de transport? Et est-ce que la région, si demain vous étiez président de la région, pourrait financer des infrastructures pour les vélos? Qui n'est pas pour le vélo? Mais je veux dire, cette question, elle est oui, bien sûr, on est pour le développement du vélo. D'ailleurs, il y a des villes qui s'y sont mises, etc. Après, si je dois faire Lyon-Aurillac, ça va être compliqué en vélo. Mais ça veut dire que je suis encore une fois pour des équilibres. Je suis pour une mobilité décarbonée, il n'y a pas de débat. Je suis pour effectivement qu'on mette des infrastructures pour faciliter des transferts, notamment les transferts de vélo. Mais encore une fois, pas de l'imposer, pas d'être brutal dans l'imposition du vélo. Parce que la transition vers une autre mobilité, elle prendra une quinzaine d'années. Qu'on ait envie ou qu'on n'ait pas envie, c'est ce qui s'est passé. Par exemple, la transition du cheval à l'automobile, elle a mis 50 ans en France. Et bien, si on avait dit du jour au lendemain, on oublie les chevaux et on attend les autos, ça aurait posé des problèmes. On passe à la toute dernière partie de cette émission, les questions sans tabou. Avec des réponses courtes, s'il vous plaît, Bruno Bonnell. Première question avec Lionel. Dès le début de votre mandat, des magazines, notamment le magazine économique Capital, vous avez classé parmi les députés les moins actifs, les moins présents à l'Assemblée nationale. On vous a aussi reproché d'être peu présent dans votre circonscription. Toutes ces critiques vous agacent ou il y a une part de vérité ? Non, elle ne m'agace pas. Je pense que c'est la perception qu'on a à travers des outils qui sont d'anciens outils, mais on ne va pas les détailler. C'est réponse courte. Je vous dirais simplement vice-président de la loi Pacte, responsable de territoire d'industrie, travaille avec François Ruffin sur les auxiliaires de vie sociale avec un rapport à la clé. Tout ça, ça ne s'est pas fait en faisant rien. Ça s'est fait avec des interviews, des auditions, des choses qu'on ne voit pas et qui ne sont souvent pas analysées par les marqueurs. Question plus personnelle en quelques mots. Qu'est-ce que vous gardez de vos années d'enfance en Algérie où vous êtes né en 58 pendant la guerre? Le grand respect de la diversité. Ça veut dire que je crois qu'il y a beaucoup de valeur à écouter les gens qui ne sont pas nos cultures. Il faut arrêter de les caricaturer. En 2015, vous avez fait une incursion à la télé en essayant d'adapter The Apprentice en France, l'émission rendue célèbre par Donald Trump. Ça a été un échec. Est-ce que vous êtes responsable de ce flop? Je suis certainement responsable parce que j'ai accepté, mais ceci dit, je pense qu'encore une fois, on était déjà trop tard. Le moment était passé, le moment de ce capitalisme débridé était passé. Il faut revenir maintenant vers quelque chose de beaucoup plus respectable et optimisé. Et on a certainement raté le coche sur la philosophie de l'émission à l'époque.
Et vous reconnaissez des similitudes avec Donald Trump ? Écoutez, non, sur ce plan-là, je suis assez radical. Non, je ne le respecte en rien. C'est une personne qui n'est à l'opposé de mes valeurs. En 2017, vous aviez été épinglé, c'était lors de la campagne pour les législatives, pour des arrangements fiscaux avec vos sociétés aux États-Unis, optimisation fiscale en France. C'est des pratiques toujours d'actualité ou pas? Vous avez quelque chose à vous reprocher ou pas? Écoutez, j'avais fait, je crois, un article complet dans Le Progrès de l'époque, qu'on cite souvent rarement, où j'avais expliqué que toutes ces allégations étaient définitivement fausses. Elle concernait une situation... en plus, on m'a inventé une deuxième société. J'avais effectivement eu une première société aux États-Unis que je n'ai jamais exploitée pour des raisons tout à fait personnelles. Il y a beaucoup de journaux objectifs qui s'en sont expliqués. Si on me repose la question, je le réexpliquerai une fois de plus. Mais encore une fois, ça fait partie des fake news, des méthodes qu'en tout cas moi, je n'utiliserai pas dans ces campagnes. Pour terminer, Bruno Bonnell, comme vous êtes candidat, un petit questionnaire sur notre région rapidement. Est-ce que vous pouvez nous dire la population de la région? 9 millions d'habitants. 8-9 millions, à peu près. Okay. Le budget total de... 5 milliards à peu près, 4,8 et des broutes. Parfait. La préfecture de l'Allier? Ça doit être Vichy. Moulins. Vous y étiez en plus, tout à l'heure, j'arrive de Moulins. On en parlait avant, juste avant. Et le nom du nouveau maire d'Annecy? Eh bien, écoutez, j'ai pas encore fait Annecy. J'ai 13 départements à voir. C'est un écologiste. Franchement, François Astorg, l'écologiste qui a renversé la ville qui était à droite. Madame Lardet, qui est présidente de la communauté de communes d'Annecy et qui fait partie de la République en marche. 3 sur 4, c'est pas mal. Merci d'avoir été avec nous sur BFM Lyon, dans Lyon Politique. Merci Lionel Favreau. Bonsoir. Merci à vous d'avoir suivi l'émission. Et puis on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau Lyon Politique. L'info continue tout de suite sur BFM Lyon.